Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment cheminer vers la résilience quand on a subi des violences? Comment retrouver le goût de la vie et renouer avec soi quand on est dévasté? Mon invitée est une exploratrice, conférencière, écrivaine et sillonne le monde en solitaire dans des contrées sauvages et spirituelles depuis plus de 10 ans pour éveiller aussi les consciences. Après avoir été sauvagement attaquée en Turquie alors qu'elle parcourait le chemin des soufis, elle décide de se lancer à pied dans un long et périlleux périple dans la cordillère des Andes dans un but purificateur et de résilience. Elle nous livre tout cela dans un récit témoignage poignant, sublime et réparateur, Le souffle des Andes. Bienvenue Linda Bortoletto. Merci Anne. Alors pour revenir rapidement sur ton parcours, moi je te connais bien maintenant, ça fait quelques années qu'on fait des choses ensemble. Tu es une ancienne officier, on dit officier ou officière tiens d'ailleurs. Alors moi j'ai toujours dit officier, après effectivement avec la féminisation des mots, je ne sais pas, mais officier ça me va très bien. Voilà, qui est passé au ministère à Bercy, puis tu as changé de vie il y a plus de 10 ans pour parcourir le monde, être enfin toi, comme tu dis, dans une quête de contrées sauvages. Et de la quête d'aventure, tu es passé à une quête plus spirituelle et d'éveil de conscience, c'est ça? C'est exactement ça. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand je suis partie, que j'ai quitté cette vie d'officier, donc j'étais capitaine dans la gendarmerie, j'étais vraiment partie pour l'aventure, vivre l'aventure, redécouvrir la nature sauvage. Et de fait, j'ai pu découvrir les différentes sagesses du monde, puisque déjà, dès mon premier voyage, j'ai vécu avec un peuple de tradition chamanique. Et plus j'avançais dans mes voyages, après, donc ça c'était en Sibérie, après il y a eu l'Alaska, l'Himalaya, le Moyen-Orient, et plus finalement, ma volonté de découvrir les différentes sagesses et les spiritualités du monde s'est accrue. Et c'est là que j'ai compris que il y avait cette quête d'aventure, mais derrière cette quête d'aventure, il y avait une quête spirituelle. Et ça, c'est l'idée aussi, c'est ensuite de pouvoir retranscrire et donner des conférences et de partager ce que tu as vécu. Oui, ça c'est pareil, c'est venu au fur et à mesure. C'est qu'au départ, je suis vraiment partie pour me retrouver, puisque mon premier départ, il faisait suite au deuil de mon père. Je menais cette vie très rationnelle, très cadrée, et donc j'avais vraiment ce désir de répondre à cette question qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quel est le sens de ma vie, de la vie en général. Et après, donc j'ai vécu ce que j'ai vécu. Je me suis pour la première fois retrouvée en accord, en harmonie avec moi-même. Et je me suis rendu compte que les questions que je me posais, finalement, il y avait tout un tas de personnes qui se les posaient également, d'où ma volonté de transmettre ensuite par l'écriture, par les conférences, par les formations. Alors, dans ton parcours, tu as exploré, je le disais, de très nombreuses contrées sauvages, seule. Comment vivais-tu à ce moment-là cette solitude et peut-être un sentiment qu'on peut imaginer d'insécurité? Forcément, c'est la question qui doit revenir toujours. J'ai jamais vécu la solitude comme un poids, parce que dès le départ, dès ce premier voyage en Sibérie, j'ai voulu partir seule, parce que intuitivement, je pense que je me disais déjà que si je voulais me trouver, les réponses, elles étaient en moi, et il y avait que moi qui pouvais faire face à ce que j'étais, y compris dans les parties les plus obscures de moi-même. D'où ma volonté de partir seule. Et cette solitude, pour moi, ça a toujours été
quelque chose de précieux parce qu'on voit très bien que dans la société, on a très peu de moments seuls. Et donc, je mesurais ma chance de pouvoir être avec moi-même, de me découvrir au jour le jour, en étant, mine de rien, au contact d'autres cultures, d'autres populations qui, elles, m'apportaient une autre vision de la vie, une autre vision du monde. Après, par rapport à l'insécurité, c'est extrêmement rare que je me sois sentie en sentiment d'insécurité. Je dirais que c'était plutôt dans les villes, et notamment, je me souviens en Sibérie, les Russes sont des gens adorables, très spontanés, mais quand ils ont bu beaucoup de vodka, ils peuvent être un peu débordants. Ouais. Mais ça a été vraiment très rare, et c'est là que je me suis rendu compte qu'être une femme qui voyage seule, finalement, ça ouvre énormément d'opportunités, parce que le premier réflexe que les personnes ont quand elles me voient, c'est la curiosité. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ce désir de protection et non pas un désir d'agression. Le fait que tu sois préparée au niveau athlétique, physiquement, est-ce que tu penses que ça aide? Parce que j'imagine qu'en tant qu'ancien officier, tu as une préparation physique spéciale et tu as fait des choses aussi très athlétiques. Hein. Je pense à ta tournée de France en marathon, par exemple. Ouais, naturellement, j'ai toujours été sportive depuis toujours. Je pense qu'effectivement, ça a dû contribuer à la confiance que j'ai quand je pars. En plus, comme à chaque fois, je choisis de traverser les différentes contrées en marchant ou à vélo, je connais mes limites, mes capacités au plan physique, mais également mes limites. Ça, c'est hyper important de connaître aussi ses limites. Après, en termes de défense pure, peut-être que ça m'a donné confiance, mais c'est pas... En plus, moi, je voyage vraiment avec une ouverture d'esprit. Donc, quand je voyage, je me dis pas, je dois être prête à me défendre, ou ça peut arriver. Mais je dirais que, à la limite, ce qui m'aide davantage, plutôt que mon entraînement physique, c'est plus la fermeté. C'est-à-dire, à un moment, poser mes limites, et quand je dis non, c'est non. Et en général, déjà, avoir une attitude ferme par rapport à quelqu'un qui essaierait quelque chose... je dirais, dans 99% des cas, ça marche, c'est efficace. Alors justement, j'en parlais suite à une agression sexuelle sur le chemin des Soufis en Turquie, là où vraiment tu te fais surprendre à un moment du lever du soleil où tu t'y attends pas du tout. Tu décides de reprendre la route pour te guérir en disant que tu n'as pas décidé de marcher, c'est ton corps qui l'a existé. C'est vraiment... Et tu dis le corps ne ment jamais. Ça, ouais, je l'ai appris aussi au fur et à mesure de mes voyages, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, je choisis la marche ou le vélo, mais beaucoup la marche dans mes voyages. J'ai noué une relation avec mon corps et une écoute de mon corps qui est très importante. Et je me suis rendu compte que le mental nous ment. Le mental nous fait prendre des directions qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Et c'est comme ça que je me suis trompée dans ma première partie de vie, où à un moment, je suis partie dans une carrière qui correspondait pas totalement à qui j'étais. Et en revanche, le corps nous dit, c'est le corps qui s'exprime quand on est en joie, c'est le corps qui s'exprime quand on a peur, c'est le corps qui s'exprime quand à un moment on ne sent pas une situation, on ne sent pas quelqu'un, c'est un langage du corps. Et c'est à force d'expérience. Et puis après, il y a la pratique de la méditation aussi, depuis que je suis partie dans l'Himalaya. Donc, je pratique énormément la méditation. En fait, on se rend bien compte que les émotions, c'est avant tout des sensations. Et après, on retranscrit ça en émotions. À quel moment, suite à cet événement, tu décides de partir et tu te dis... déjà aussi, pourquoi le Chili? Et puis ce trail qui est réputé être parmi les plus difficiles au monde, si ce n'est le plus difficile au monde. Et qui est peu emprunté, hein. Oui, qui est très peu emprunté, puisque il est officiellement connu, ce chemin, donc il s'appelle le Greater Patagonian Trail, qui traverse le Chili depuis Santiago du Chili jusqu'en Patagonie. Il existe depuis environ 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est donc suite à mon agression en Turquie, j'étais rapatriée en France et j'étais totalement brisée, physiquement, psychologiquement. Et j'ai regardé d'abord psychologiquement parce que la première chose qui arrive suite à une agression, et notamment une agression sexuelle, c'est la culpabilité. Donc, je m'en voulais d'être partie là-bas, je m'en voulais... je me disais moi-même, finalement, c'est de ta faute, c'est toi qui as pris un risque. Chose que, en plus, des personnes ont eu la maladresse de me dire, et c'est extrêmement dur. Donc notamment un médecin? Notamment un médecin, ouais, qui me disait, mais c'est de votre faute, vous prenez des risques. Et là, ces personnes-là se rendent pas compte, mais c'est un coup de poignard en plus de ce qu'on a déjà pris avant.
Et donc, j'étais totalement brisée parce que c'était une agression qui était extrêmement violente, où j'ai failli perdre la vie. Et la première chose que j'ai voulu faire quand je suis rentrée en France, c'est déjà parler. Donc, j'ai beaucoup parlé. Donc, j'ai eu le suivi avec un psy. Mais en plus, j'avais énormément de colère et de haine. Et en fait, j'ai senti que cette libération, elle passerait par mon corps. Donc déjà, je me suis mise à la boxe thaï notamment, que je ne pratiquais pas avant. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, le fait de taper, tout simplement, on va dire. C'est très basique, mais en termes de libération, c'est très efficace. Oui. Et à un moment donné, donc pourquoi la marche jusqu'en Patagonie, c'est que je me souviens encore, j'étais chez moi en train de plus ou moins ressasser ce qui s'était passé, et c'est mon corps qui m'a réclamé de marcher. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un appel du corps. Et finalement, symboliquement, alors là je le dis après coup, je pense que mon corps a voulu poursuivre cette marche qui a été brutalement interrompue en Turquie, la poursuivre à un autre endroit, donc à l'autre bout du monde, d'où ce choix un peu inconscient de la Patagonie. Donc géographiquement, j'étais à l'opposé de cet endroit où j'ai failli perdre la vie. Et puis un endroit où je pouvais renouer avec la nature à l'état pur. La nature sauvage, chose que j'ai déjà connue, et je sais à quel point la nature a une force guérisseuse, et c'est ce que je vais d'ailleurs découvrir là-bas. Oui. D'ailleurs, au début, on sent ce livre est merveilleux, et sur le début du chemin, tu es vraiment dans cette rumination, c'est-à-dire que tu es complètement hermétique à ce qui se passe à l'extérieur, tellement le mental est présent et ressasse tout ça. Et tu ressasses notamment ce que tu viens de dire, ce regard sociétal sur elle l'a bien cherché quelque part, et cette culpabilité que tu portes. Et je pense que c'est important de revenir dessus, parce que c'est anormal en fait. C'est anormal, c'est dur. Les gens ne se rendent pas compte. Déjà, il y a un phénomène, quand on se fait agresser, entre guillemets, naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais on porte la culpabilité. La première chose que je me suis dite, c'est de ma faute. Et il y a la honte qui vient se mêler à ça. Pourquoi je ne sais pas, parce qu'on se sent vulnérable, on se montre vulnérable. Et inconsciemment, je pense qu'on sait le regard que portent les autres sur nous. Et moi, en plus, justement, étant une femme qui voyage seule depuis des années, je savais déjà que potentiellement ça pouvait être dangereux, mais je n'y ai jamais pensé, puisqu'en plus, ça faisait 7 ans avant que ça m'arrive, ça faisait 7 ans que je voyageais seule, qu'il m'était jamais rien arrivé, enfin, jamais rien d'aussi grave. Et donc voilà, je me suis dit, c'est de ma faute, j'ai pas écouté mon intuition, alors que pendant des années, je mettais ça en avant, le rôle de l'intuition, et après je me disais, en fait, je raconte des bêtises à tout le monde parce que l'intuition, ça n'existe pas. Enfin, je m'en voulais pour tout ça, quoi. Et du coup, s'entendre dire en plus par un médecin qu'on va voir parce que justement on n'est pas bien, c'est de votre faute, vous prenez des risques. Mais c'est horrible, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un coup de poignard en plus, alors que je pense que ce travail de guérison, en tout cas pour moi, ça a été, jusque maintenant, un travail qui a été, ce qui a été le plus dur dans ma vie, me relever, retrouver confiance en moi, me libérer, me débarrasser de cette culpabilité, de cette honte, et ensuite de cette colère, de cette haine qui venait me ronger et qui m'obscurcissait, alors que à la base, quand je voyage, c'est pour la rencontre, c'est pour découvrir la lumière dans ce monde, renouer avec l'amour de soi, l'amour des autres aussi. C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui. Ce dont tu étais plus capable au début. Non. Ça s'est comme bloqué. C'était complètement bloqué. C'est ce que j'écris dans mon livre. En fait, à un moment, je m'énerve contre moi-même parce que je sens que je suis là. Je suis dans des paysages extraordinaires, et je pense même de tout ce que j'ai vu, ces paysages-là des Andes étaient les plus beaux. Et j'étais incapable de m'émerveiller. C'est-à-dire que je voyais, je prenais des photos. Et en fait, c'est le regard des autres qui me disait « Mais c'est génial, c'est trop beau ». Et moi, je re-regardais mes photos. Je dis « Oui, c'est vrai que c'est beau, mais je n'ai pas touché, quoi. » Non, j'étais pas là, en fait. J'étais là physiquement, mais j'étais pas là psychologiquement. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit « Il faut absolument que tu te retrouves ». Et cette marche m'a donné le temps, puisque j'ai eu 3 mois pour faire ce travail. Oui, ces 3 mois, c'est combien de kilomètres, dis-nous?
Alors, en tout, pendant ces 3 mois, j'ai fait précisément 1492 kilomètres de marche. C'est un chiffre... date qui n'est pas anodine. Ouais, c'était drôle. C'était une totale coïncidence. Hein. C'était pas du tout calculé. Je m'en suis rendu compte après coup. Après, le chemin en lui-même, pour ceux qui voudraient le parcourir, il fait plus de 3000 kilomètres. C'est impossible de faire... la totalité du chemin en une seule saison. Et moi, de toute façon, j'y allais pas pour la performance. J'y allais en me disant, je rentrerai en France tant que... quand je me sentirais guérie. C'était mon seul objectif, c'était de me sentir recousue, comme je le dis, me ressentir en harmonie avec moi-même. Tu as le sentiment justement de perdre ton innocence, ton insouciance, qu'avant ton regard était un regard innocent en fait sur le monde. Et tu presque, quand à un moment tu vois ces jeunes avec qui tu chemines, enfin jeunes ou pas jeunes, ce couple, je sais plus s'ils sont jeunes, et c'est pas que tu leur jalouses leur innocence, mais tu vois que eux sont encore innocents et que toi tu ne l'es plus. C'est fort ce passage-là. Ouais, ce passage, ça a été une vraie prise de conscience parce que donc c'est un jeune couple de Français que je rencontre par hasard et on décide de faire 3 jours de marche ensemble et je les vois s'émerveiller et c'était génial parce que ils s'arrêtaient exactement aux mêmes endroits où je me serais arrêtée pour prendre une photo, pour contempler et donc je me vois comme un reflet parfait de moi-même, sauf que ce qui manque et ça a été dur, mais en même temps c'était beau de le voir, ce qui me manquait à ce moment-là et que eux ils avaient encore, c'était cette innocence pure et que j'ai perdue et que j'ai encore perdue aujourd'hui, c'est-à-dire que cette innocence intacte que j'avais aujourd'hui, elle est fêlée et ça ne se répare pas. Tu penses que c'est le lot de toutes les personnes qui ont subi ce qu'on peut appeler un grand trauma? Je pense, on Parce revient... que des blessures, on en a tous, on est tous blessés de quelque chose, mais après là on est vraiment dans la famille des grands traumas. Je pense parce que aussi c'est comme ça qu'on apprend, on se recrée en fait. C'est comme un vase, quand il est brisé, on peut le réparer, mais on va toujours voir. Il peut être plus beau d'ailleurs. Et après, et d'ailleurs j'avais vu une fois, je fais une petite digression, mais c'est une japonaise, je crois, qui fait des œuvres d'art en réparant. J'ai vu ça. Avec de l'or en fait. Et du coup, il y a une sublimation. De la cicatrice et c'est un peu ça, je pense, quand on a été brisé, comme tu dis, par rapport à des traumatismes profonds, on est forcément différent, mais en même temps il y a quelque chose d'encore plus beau parce que et c'est ce que j'ai vraiment ressenti à la fin de ce voyage. Je me sentais encore plus forte pour avoir surmonté ça. Et puis après, il y a ce désir donc bien sûr, de se réparer soi, mais du coup, de réparer le monde pour éviter que ça se reproduise. Bien sûr, de transmettre et de... Ça me fait penser à cette phrase, je crois que c'est heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Ah oui. Je sais plus qui dit ça. Oui. Alors, tu dis aussi que méditer n'a pas été un chemin de guérison au départ, que c'était impossible pour toi. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas, qui ont des grandes blessures et qui essayent à travers la méditation et qui n'y arrivent pas. Et c'est presque ça empire le problème. Ouais, ça, je l'ai vécu et d'autant plus puisque je méditais avant, donc je savais très bien les bienfaits que ça apportait. Et je me souviens parfaitement dès le lendemain de mon agression. Donc j'étais encore en Turquie, le temps de la procédure, etc. Et je me dis, c'est pas grave, je vais méditer. J'avais vraiment une grande confiance en la méditation pour me réparer. Sauf que c'était impossible. Je fermais les yeux et la microseconde qui suivait, c'est la violence qui arrive. Donc en plus, moi, il y a eu des étranglements, donc la sensation de plus pouvoir respirer. Enfin, je le décris dans mon livre, c'est un champ de bataille derrière les paupières closes. Et c'était terrible parce que je me suis dit, donc dans ce que j'ai perdu, j'ai aussi perdu ça, donc la capacité de faire le silence en soi. Mais après, du coup, j'ai lâché prise. Et là-dessus, la marche a été extraordinaire, cette marche dans les Andes, où je me suis dit, c'est pas grave, marche. Du coup, marche et continue de marcher et imprègne-toi de la nature. Et puis, donc, il y a cette marche au sens de la contemplation, mais au départ, moi, ça a été plus une marche au sens d'un combat contre moi-même, un combat contre la colère, contre la haine, un combat pour me libérer. Et puis, à un moment, j'arrive dans un endroit extraordinaire, qui est un des plus beaux endroits de cette marche, qui est face à un volcan qui s'appelle le Puntiagudo. Donc, il y a personne. De toute façon, il y avait quasiment jamais personne. Oui, tu as croisé quasiment personne. Le long de ce chemin.
Donc le silence absolu, il y a pas un poil de vent, il y a un tapis de mousse, donc c'est hyper moelleux au sol. Je m'assieds, le soleil qui se couche et tout le paysage devient doré, ambré avec les nuages qui se forment, qui se déforment. Et là, je sens qu'il est temps de revenir à la méditation. Je me pose, je ferme les yeux et pour la première fois, je renoue avec le silence. C'est-à-dire que derrière mes paupières closes, j'arrive à renouer avec mon souffle, les battements de mon cœur et je retrouve cet esprit apaisé. Mais ça prend du temps et je dirais que ça, pour moi en tout cas, j'ai dû passer par le mouvement du corps notamment avant de me retrouver dans cette assise de l'esprit. Le mouvement du corps, il est fort parce que tu te bats, entre guillemets, aussi parfois contre les éléments. Hein. Complètement. Il y a un moment, tu racontes cette scène incroyable dans cette forêt où tu as eu... moi, j'ai eu peur en le lisant parce que tu te demandes quand même si tu vas en sortir vivante dans cette forêt de roseaux, c'est ça ? Une jungle de bambou. Une jungle de bambou. Ouais. C'était horrible. Raconte-nous. Alors, et d'ailleurs, c'est le lendemain de cet épisode où je me remets à méditer. Donc là, je suis en pleine sérénité, ce paysage extraordinaire. Et donc, il y a une forêt qui émerge. Donc, j'arrive sereine. Et sauf que cette forêt se transforme en jungle et notamment des bambous parce que le chemin que j'étais censée suivre n'avait pas été emprunté depuis 2 ans. Donc, ça devait être un petit sentier. De toute façon, c'est pas un vrai chemin. Ah, c'est pas balisé, quoi. C'est pas Compostelle. Ouais, exactement. Je précise, c'est un chemin qui, de toute façon, est extrêmement sauvage, qui est pas balisé. Donc, c'est navigation au GPS. Mais là, en fait, il y a personne qui avait emprunté ce sentier, a priori, depuis 2 ans. Donc, la nature avait très rapidement repris ses droits. Et je me retrouve emprisonnée par les bambous. Et le problème des bambous, c'est que ça ne casse pas, donc ça plie. J'avais pas de machette, donc rien pour couper. Donc, je me retrouve à 4 pattes sur les bambous, à glisser, à m'accrocher. Enfin, c'était... un combat contre les éléments, contre la forêt, où je me mets à 4 pattes contre la terre pour pouvoir ramper sous les troncs. Tu as plus d'eau en plus à ce moment-là ? J'ai plus d'eau parce que je pensais, en fait, sur la carte, j'avais que 2 kilomètres à faire, ce qui est rien. 2 kilomètres, quand on marche, c'est à peu près 40 minutes de marche. Et en fait, là, ça va me prendre 7 heures. Donc, c'était un truc... hallucinant. Et justement, tu parles de combat, donc j'étais dans ce combat et à un moment, j'arrive, je suis complètement fermée, je vois plus aucun moyen d'avancer. Je me retourne, je sais même plus d'où je viens. Mon GPS lui-même, il devient fou. En fait, mon GPS tourne sur lui-même, donc parce que plus de réseau. Oui. Et là, je commence à paniquer et je me raccroche à ma respiration. Et je me dis, concentre-toi, respire pour pas paniquer. Et là, j'ai cette intuition qui me dit, cette voix, en fait, je parle beaucoup de cette voix qui me on y guide. reviendra, effectivement, oui. Cette voix qui me guide dit, tu ne dois pas aller contre la forêt, tu dois l'écouter, tu dois te laisser guider par la forêt. Et là, je regarde, mais ça a été miraculeux. Donc, j'ai cette phrase et je me dis, je veux voir un espace dégagé. Et je me retourne et à 2 mètres de moi, un coin que j'avais absolument pas vu, il y avait une sorte de micro-sentier qui se dessinait. Et là, je sais pas, j'étais un peu comme Moïse devant la mer Rouge. C'est, mon Dieu, ça s'ouvre, la forêt s'ouvre. C'était extraordinaire. Et en fait, c'est comme ça que je m'en suis sortie, en écoutant la forêt. Enfin, je sais, ça peut paraître un peu dingue, mais... Moi, je trouve ça beau. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se réveille ou se révèle à nouveau en toi. Peut-être d'avoir revécu une forme d'adversité ou d'avoir retraversé peut-être la peur de la mort, je sais pas. Symboliquement ou même physiquement, là, pour le coup. Oui, c'est comme ça que je l'écris dans mon livre. C'est renouer avec ma part guerrière et comme je dis, la femme sauvage. C'est-à-dire ce côté, finalement, très instinctif et le fait d'être dans une nature très sauvage, une nature à l'état pur, et là je le voyais, il y a une part animale, clairement, quoi. Et c'est cette part animale qui m'a permis de guérir, je pense, de ce que j'ai vécu, du moins. Tu dis, tu te sens une femme guerrière, une survivante, une combattante, une femme rebelle, sauvage, une femme aux 1000 racines, une femme libre. Ça revient souvent et ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce que c'est toi ou tu penses que la femme, l'humain est comme ça, que nous sommes constitués comme ça ? Je pense que nous sommes tous comme ça. On a tous cette part infiniment libre. Et je pense que le travail de notre vie, c'est de retrouver cette liberté.
et ce qui consiste à se désencombrer justement des conditionnements, de guérir aussi des blessures qu'on a vécues, de dépasser les traumatismes qu'on a vécus. C'est un grand et très 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 long travail dont on ne voit peut-être pas le bout, mais au moins tendre vers cette liberté, pour moi, c'est ça la source. Oui, d'ailleurs, à un moment, tu arrives dans un village et il y a une femme qui te dit « Ah, tu me fais penser à ma grand-mère chamane », c'est ça? Oui. C'est un homme, en fait. C'est un homme? Ouais, c'est un homme qui était d'origine mapuche. Donc, les Mapuches, c'est le peuple originaire de cette région. Et il me voit donc vadrouiller avec mon sac à dos dans la nature et on commence à parler. Et c'est là qu'il me dit que sa grand-mère était chamane et qu'elle passait tout son temps dans la nature et qu'il lui disait d'ailleurs que, parce que le rôle des chamans avant tout, donc les chamans c'est des guérisseurs, donc leur rôle c'est de guérir les autres. Et sa grand-mère lui disait, mais avant de vouloir guérir, il faut d'abord se guérir. Et donc ça a été vraiment un écho. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que tous les voyages sont un peu comme ça. Ça offre des reflets, des échos. Et notamment, ce voyage a été plein de reflets pour que je puisse avancer. Ah, c'est sûr. Quel lien tu as avec l'invisible, hein? Quel rôle il joue dans ton processus de guérison? Tu parles beaucoup du lien à la beauté, aux éléments. Tu ne nommes pas Dieu, par exemple, concrètement. Donc, je me suis posé cette question. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vis des extases, où tu dis ça déborde toute frontière, au moment où ça s'ouvre pour toi, peut-être au milieu du chemin. Je ne sais pas à quel moment exactement tu retrouves ce goût du merveilleux. D'ailleurs, c'est à peu près au milieu du chemin. C'est vraiment... Il y a eu déjà cet épisode avant... C'est par touche. Hein. Ouais, exactement. Avant la jungle, quand je renoue avec la méditation... Mais après, il y a cette dernière partie où je me rapprochais des glaciers, où j'étais beaucoup en contact avec l'eau. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai construit mon livre où je parle des éléments. Donc, la dernière partie étant l'eau. Et donc, il y a cette fluidité. Et je sens que je retrouve cette fluidité en moi. Et l'eau, c'est aussi le symbole du féminin. Donc, en fait, tout s'imbrique malgré moi dans ce voyage. Et il y a beaucoup d'eau sur ce parcours. Hein. Oui, il y a énormément d'eau, c'est vrai, dès le début, y compris sur les volcans. C'est ça qui est fascinant dans cette région. Énormément d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je renoue avec cet amour de l'invisible que j'ai depuis toujours, d'ailleurs. Cet invisible, donc quelque chose de plus grand que soi, comme tu dis. On peut l'appeler Dieu, l'univers, la source. Et là, ouais, c'est vraiment cette dernière partie donc qui correspond au dernier mois de marche où quasiment jour après jour, j'ai un nouvel émerveillement, que ce soit un glacier, que ce soit un phénomène extraordinaire dans le ciel, un crépuscule, ou à un moment je tombe sur une sorte de mini grenouille. Enfin bon, bref, c'est vraiment des instants d'émerveillement et des instants où le temps n'existe plus, où je me sens totalement absorbée par la beauté. La beauté du paysage. Et tu te fonds en elle, tu es la beauté, enfin tu deviens l'élément. Oui, exactement. Il n'y a plus... Quand je vis ces moments-là, et j'en ai vécu dans d'autres voyages, mais je dirais que là, c'était encore plus flamboyant parce que j'avais traversé tout ce que j'avais traversé avant. Donc revenir à ça, c'est une pure bénédiction. Et même, je dirais, c'est un miracle en soi de pouvoir revivre ça, l'émerveillement absolu, se dire que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il y a vraiment une fusion de soi avec le tout. Et c'est ce que j'aime, le fait d'être... On parlait tout à l'heure d'être seul. Je pense que ça permet ça aussi, se retrouver seul dans la nature. Finalement, c'est se rendre compte à quel point on n'est pas seul, parce que pour moi, la nature, elle s'incarne. Tu parles du lien aux animaux d'ailleurs. Tu dis je n'ai pas peur parce qu'en fait, eux aussi ils m'évitent. Enfin, chacun vit en bonne cohérence. Ils n'ont pas de raison de s'attaquer à toi quelque part. Ouais. Objective. Ouais, exactement. Et ça, je l'ai appris à partir du moment quand j'avais vécu avec ces chamans en Sibérie. Ils me disaient le danger, l'été, c'est l'ours brun et l'hiver, c'est les loups. Donc j'en ai vu, j'ai vu des ours bruns, j'ai vu des loups. Et il me dit, mais ils sont pas bêtes, ils vont pas s'attaquer à l'homme. Il y a que l'homme, entre guillemets, qui s'attaque à l'homme. Ouais. Tu as d'ailleurs pas du tout été ennuyé par les bêtes. Tu as vu et tu as pu observer de loin un puma, c'est ça ? Non,
J'ai pas pu voir le puma, malheureusement. J'ai vu des traces de puma. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, voilà, le puma m'observe, sans doute. Il a dû me sentir, il a dû peut-être suivre mes traces, mais à distance. Et c'est là où, à un moment, je pense à cette notion de détachement, de distanciation. Et je me rends compte, justement, quand je me fais cette réflexion du puma qui est resté dans ces montagnes à me regarder passer, moi, dans la vallée, je me rends compte à quel point je me suis distanciée par rapport à mon agression, y compris dans les émotions, et je retrouve ce détachement qui, pour moi, à un moment, je me pose la question de qu'est-ce que le pardon, et finalement, je donne pas de réponse à ça parce que le pardon, on peut beaucoup en parler, mais c'est un acte qui est très compliqué. Et je suis restée, en fait, sur le détachement. C'est-à-dire se dire, bon, voilà, une forme d'indifférence qui fait que on peut revivre sa vie avec un certain apaisement. D'ailleurs, tu tournes en rond un moment avec ces questions et tu te poses cette question, et qui est très juste, je trouve, c'est comment accepter l'inacceptable. Quand on a fait tuer, violer, on dit toujours faut accepter le réel, le meilleur comme le pire, mais c'est vraiment difficile pour nous humains. On a beau le dire, tu parles du pardon, c'est la même chose. Ouais, c'est des choses... Pourtant, comme j'étais déjà dans la spiritualité, la sagesse, c'est un sujet qui revient énormément, quelle que soit la tradition, le pardon, l'acceptation. Sauf que quand on est confronté au pire, comme je dis, et à l'horreur, c'est comme ça que j'appelle ce que j'ai vécu, il n'y a pas d'autre mot, ça devient extrêmement compliqué. Et tout à l'heure, je parlais de la culpabilité. Limite... on va culpabiliser de pas être capable de pardonner, d'accepter. Et c'est là que je me suis rendu compte. J'ai pas pu résoudre cette question du pardon. Par contre, oui, il y a une acceptation, en fait. Et comme je dis, pour moi, finalement, c'est accepter l'inacceptable, c'est juste accepter le réel, le meilleur comme le pire. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on acceptait qu'on était d'accord. C'est-à-dire que derrière l'acceptation, il y a toujours un refus. Et il y a le refus, il y a le refus de l'agression, le refus de la violence, et le refus surtout que quelque chose de similaire puisse de nouveau se passer, que ce soit contre soi ou contre quelqu'un d'autre. Donc il y a un combat. Enfin, il y a un combat qui subsiste. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que j'étais déjà une femme révoltée avant. Et je le suis toujours, mais ce qui n'est pas incompatible avec la sagesse, en fait. C'est ça qui est important. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Donc, je me dis, pour moi, les deux facettes coexistent en moi. Ce côté révolte qui fait que, bien sûr, je veux lutter pour construire un monde meilleur. Mais en même temps, donc il y a cette facette révoltée, mais en même temps, je sais très bien que l'amour... et ce qu'on retrouve dans toutes les sagesses du monde, c'est la seule voie de la guérison. Au bout. Ouais. Ton allié devient peu à peu la tranquillité plus que la sérénité, tu dis. Quelle est la différence pour toi entre les deux? C'est intéressant. Ouais, c'est vrai que j'ai parlé de ça parce que la sérénité, comme je l'écris, c'est un grand mot qui peut paraître abstrait. Et à un moment, je sais que j'arrive dans une petite ville, un tout petit village qui s'appelle Chaiten. Je suis là au bord de la mer et je ressens de la tranquillité. Et pour moi, en fait, c'est beaucoup plus concret. C'est une sorte de... je pourrais prendre la métaphore de l'océan, justement. C'est l'océan qui est calme. Ça ne veut pas dire qu'il est sans mouvement, mais qui est calme. Et je ressens vraiment cette tranquillité. Donc, il y a du mouvement intérieur, mais il y a surtout beaucoup de douceur. Et je trouvais que j'aimais ce mot tranquillité par rapport à la sérénité, parce que, sérénité, ça fait tout de suite quelque chose d'absolu, de très grand. Ouais, exactement. Et il y a le rire aussi qui réveille ta joie. À un moment donné, tu fais une glissade sur la neige, qui aurait pu être d'ailleurs quand même assez dangereuse. J'adore parce que tu as une façon de raconter, tu vis ça, tu vis des trucs juste incroyables et tu le racontes parfois avec une sérénité pour le coup, parce que vu le contexte, le mot sérénité n'est pas de trop, alors que c'est quand même des éléments qui sont extrêmement puissants. Et puis tu es seule, tu es à combien de distance du premier village? Parfois tu es loin de la civilisation. Ouais. Il y a des fois, je suis à...
Il y a des fois, j'étais à 6 jours de marche. Donc 6 jours de marche, ça fait à peu près 200 kilomètres. Oui, d'aide ou d'assistance, etc. Donc effectivement, là, tu te foules une cheville, un poignet. À un moment, tu te fais attaquer par des temps. Des temps géants. Par des temps géants, ça fait mal, les piqûres de temps. Ah, c'est horrible. En plus, j'ai fait une allergie, donc j'avais les bras et les épaules gonflés. C'est des escadrons, hein. Ils arrivent, ils sont 100. J'ai une vidéo c'est vrai sur mon profil, mon profil Instagram. Alors il y a l'attaque en elle-même qui est pas sympa, mais il y a le bruit qui est juste horrible. Ouais. C'est-à-dire que du coup, moi voilà, qui vais dans la nature pour le silence, bah là il y a le bzzz permanent qui t'agresse les oreilles. Ouais, c'est horrible. Et puis tu sais que ça va avec la piqûre potentielle. Donc pourquoi je posais cette question Le rire. Oui, par rapport au rire, parce qu'il y a ce rire à un moment qui se déclenche malgré toi. Ouais. À la fois de soulagement et puis de la situation, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un moment l'absurdité parce que effectivement, je fais cette longue glissade dans la neige parce que je décide de transformer. Je prends ma protection anti-pluie de mon sac et je la mets sous mes fesses et du coup, je dévale la pente sur, je sais pas, plusieurs dizaines de mètres. Et je me casse la figure et je rigole parce qu'en plus j'ai perdu mes bâtons, enfin tout quoi. Ouais, la totale. La totale. Et je rigole parce que il y a cette absurdité. En fait, c'est un peu de l'autodérision aussi, même si je suis toute seule et qu'il n'y a aucun public, mais je rigole de moi-même. Ouais. Et en fait, ce rire devient libérateur parce que tout à l'heure on parlait de l'innocence. L'innocence, c'est celle de l'enfant et finalement. Voilà, c'est se retrouver enfant, donc à rire de tout et de rien, et on se rend pas compte à quel point rire, mais rire à gorge déployée, c'est-à-dire sans aucune retenue, c'est hyper libérateur. C'est bon, quoi, c'est goûteux. Ouais. Alors, tu parles de ton équipement, tu trimbales quand même un sacré barda, hein. En poids, ça représente combien ? Alors, à peu près. Mon sac sans l'eau ni la nourriture, il fait à peu près 11 kilos. Mais après, avec l'eau et la nourriture, par exemple, il y a la première portion que j'ai faite, j'avais carrément pris 10 jours en autonomie de nourriture, donc j'étais quasiment à 18 kilos. Il devait y avoir 7... beaucoup, hein. Ouais. Oui, c'est énorme, c'est trop. C'est-à-dire, c'est surtout que tu n'es pas sur du plat, là. Tu gravis. Tu as fait combien de dénivelés positifs, tu sais à peu près ? En tout ? Oui. Sur les 3 mois, c'est énorme. Je crois que c'est 3 fois l'Everest, un truc comme... Non, mais c'est bien de donner des perspectives pour celles et ceux qui nous écoutent, pour moi aussi, hein, parce que c'est pas de la marche flat. Hein, c'est pas de la marche... non, c'est la montagne. Alors, les Andes, contrairement à l'Himalaya, c'est pas des très très hautes montagnes, mais ça monte et ça descend tout le temps. Et en plus, c'est un terrain qui est hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentier. Au départ, c'est des volcans, donc c'est des cendres, donc c'est du sable. Oui. Donc c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, donc les pieds qui s'enfoncent, le sable qui rentre dans les chaussures. Après, il y a la boue. La boue, c'est pareil, c'est donc les pieds mouillés tout le temps. Mais moi, je te cause des problèmes d'ailleurs à un moment. Hein. Oui, parce que en plus, c'est quelqu'un qui m'a fait peur, qui me parlait du syndrome du pied de tranchée qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale, où il y a le pied qui pourrit à force d'être toujours mouillé. Et en fait, du coup, le défi, c'est le soir, parce qu'en fait, j'ai que 3 paires de chaussettes, parce qu'économie des moyens, donc et de poids. On limite le nombre d'affaires, et à un moment, toutes les chaussettes sont mouillées, donc on a les chaussures et les pieds surtout toujours mouillés. Donc tu repars le matin, tu sors de la tente et tu repars les pieds mouillés. Quoi. Ouais, exactement. Et puis, c'est un chemin, comme on l'a dit, extrêmement sauvage, donc il y a la boue et puis des torrents partout. Donc, il y a des journées, je traversais 20-30 fois les torrents, quoi. Oui. Et là, tu n'enlèves pas à chaque fois les chaussures, tu les remets, on perd trop de temps, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Il y a des fois, je prenais le luxe, quand je voyais que je devais traverser 1 ou 2 fois, je prenais le luxe d'enlever les chaussures et de mettre les sandales, mais sinon, à un moment, on se dit, OK. Ouais, lâche l'affaire, quoi. Ouais, exactement. Principalement, tu dors en tente ? Ouais, pour cette marche, à part quand j'allais me ravitailler, que j'allais me ravitailler, donc où je retrouvais une route, et donc j'allais dans les villages. Là, je dormais soit chez l'habitant ou dans des chambres d'hôtes. Sinon, tout le reste du temps, donc 90% du temps de ce voyage, j'étais sous tente. Il y a, évidemment, tu en as discuté aussi tout à l'heure, tu as parlé de ton lien aux éléments, et il y a l'eau, il y a l'air aussi en particulier. Hein. Ton livre s'appelle « Le souffle des Andes », je le disais au départ. Tu peux nous parler de ce lien à cet élément ?
qui est très présent d'ailleurs pendant ce voyage. Ouais, il a été extrêmement présent, que ce soit à travers le vent ou quand je parle de mon souffle. Ça a été... en fait, c'est devenu symbolique, mais en même temps, c'est quelque chose de très concret, puisque c'est ce souffle qu'on a essayé de m'enlever quand j'étais en Turquie. Et du coup, d'où le titre, hein, le but de ce voyage, c'est que je puisse retrouver mon souffle. Et en fait, ce qui était beau dans ce voyage, c'est la Patagonie. Donc on peut avoir les 4 saisons en une seule journée, et le vent est omniprésent. Et le vent, d'ailleurs, peut se faire extrêmement violent. À un moment, le vent est tellement fort pendant la nuit qu'il casse des arceaux de ma tente. J'avais l'impression, donc j'étais sous ma tente en train de dormir, j'ai l'impression que tout d'un coup, un géant venait s'asseoir sur ma tente. En fait, je me suis fait écraser par ma tente. Et là, j'entends clac et les arceaux avaient cassé sec, alors qu'il en faut beaucoup pour casser des arceaux. Ouais. Et puis, je renoue. Donc, il y a l'air à travers le vent, et je renoue avec mon propre souffle. Donc je me raccroche à mon souffle justement pour pas céder à la panique comme dans cette jungle de bambou, pour dépasser ma fatigue. Oui. Le souffle, je me raccroche à mon souffle quand je retrouve la capacité de méditer. Et puis ce qui est hyper beau, c'est ce Mapuche que je rencontre qui me dit pour nous, le souffle, le vent et l'esprit portent le même nom, c'est le Kuruf. Et pour eux, c'est la même chose. Et j'ai trouvé ça très beau comme symbole, justement, de se dire, renouer avec mon souffle, c'est aussi renouer avec l'esprit. Donc, tu parlais avec la transcendance aussi, quelque chose qui nous dépasse, avec l'âme, avec Dieu. Et qui te guérit aussi, à travers, tu te laisses porter par lui. Oui, complètement. Ouais. C'est un abandon, retrouver cet abandon. Et l'eau, cet élément qui est omniprésent dans ce voyage et qui est bien commode parce qu'il permet de pas trop porter d'eau, d'ailleurs aussi, hein, tu le dis. Oui. Et tu parles d'un chemin pour se purifier, c'est même en 4e de couve de ton livre, et j'étais surprise de ce terme, parce que purifier, pour moi, ça a aussi une connotation un peu négative, comme si nous étions impurs, alors qu'en réalité... on sait que la dualité, nous vivons dans notre incarnation avec cette dualité, nous sommes ombres et lumières. Oui, c'est vrai. Je suis pas non plus pour ce terme purifié qui est dans la 4e de couverture, qui a été écrite par mon éditeur. Ouais. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je suis intéressée de savoir ce que Linda mettait derrière. Tu vois ? Mais c'est vrai, oui, parce qu'en fait, on se dit, oui, purifier, ça veut dire qu'il y a de l'impureté, mais en fait, par essence, on est, comme tu le dis, on est ombre et lumière, et parce qu'on a des ombres, on voit nos lumières. Moi, je parle plus, c'est de la recréation, de la reconstruction, de la recréation, ou quand je parle aussi de me recoudre, c'est plus ce travail... quasi mécanique en fait, qui consiste pas après pas et acte après acte à se réparer. Oui, c'est ça. Non, mais c'était intéressant. Je suis contente d'avoir ma réponse à cette question sur la purification. Oui. Ça te ressemblait pas tant que ça. C'est drôle, hein ? Oui, c'est intéressant que tu l'aies perçu, ouais. Par contre, ce que j'ai perçu et qui résonne, et on arrive à la fin de ce podcast, ce sera ma dernière question. Cette question qui, pour moi, aussi est une vraie question, qui est à la fois essayer de donner du sens à la blessure. À la fois, nous sommes, et on a cette conscience toutes les deux, que nous sommes créateurs de notre vie. Qu'on attire à soi et qu'on projette, etc., notre réalité. Et en même temps, tu te dis, pourquoi j'ai créé ça ? Et ça, c'est inacceptable d'aller là, dans ce questionnement, en fait. Oui, par rapport à l'agression, tu parles... Ah oui, mais moi, ça a été un questionnement, parce que justement, en étant dans la spiritualité depuis longtemps, et du coup, avant l'agression, à un moment, je me suis dit, j'attire ça. Et c'était la question, j'ai dit, mais en fait, quand on dit la culpabilité, c'est de ma faute. Et c'est là que je me suis dit, mais non, c'est pas de ta faute, et c'est comme ça que je résous un peu la question, que je l'écris dans mon livre, c'est... j'écris de façon très brutale, très crue en fait, shit happens, parce que j'aime bien cette expression américaine qui veut dire la merde arrive, ça arrive, dessus, le meilleur peut nous arriver, le pire aussi, ça fait partie de la vie. Tout ce que je sais, c'est que, après je crois pas au hasard, c'est qu'à un moment, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, il y a quelque chose qu'on doit dépasser aussi. Et surtout, en fait, il y a un travail de guérison. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 2 ans que ça s'est passé. J'en suis persuadée. C'est que auparavant, je parlais beaucoup de quête de soi,
trouver qui on est. Et bien sûr, j'ai toujours ce discours-là. Mais je dirais aussi, ce qui est très, très, très important, à travers ça, il y a aussi se guérir, en fait. Se guérir avant tout, se réparer, parce qu'on porte nos traumas, mais on porte aussi les traumas hérités. Transgénérationnel. Ouais, le transgénérationnel. Du karma, peut-être. Et puis, voilà, de nos vies passées. Donc, on porte tout un tas de choses. On arrive ici bien chargé dans notre existence. Et finalement, je pense que notre job à tous, c'est de se guérir, de se réparer, de recoudre ce qui doit être recousu pour nous déjà, et pour pas le transmettre davantage déjà au monde, et puis à nos enfants, à ceux qui nous suivent. Ça me touche ce que tu dis, parce que j'ai interviewé il y a de longues années, enfin, il y a peut-être 7 ou 8 ans, Deepak Chopra, et je sais que tu as suivi aussi certains de ses enseignements, notamment à travers les méditations, son programme. Et je l'avais interviewé et je lui dis, mais vous avez tellement donné d'enseignements qu'au bout du compte, si vous deviez résumer votre enseignement et qu'est-ce que serait notre rôle dans la vie, notre travail à faire, et il m'a dit se guérir de nos blessures. Et tu vois, tu arrives à cette... Ça me fait des frissons. C'est drôle. Et tu viens de dire ça, en fait, c'est ça. Ouais. De se guérir, en fait, c'est vrai. Et c'est la conclusion. J'ai réfléchi énormément depuis plusieurs mois, parce que justement, je suis aussi dans cet élan de transmission, et je me dis, mais finalement, c'est quoi le vrai message? Et c'est vrai que ça a été ma conclusion. Et quelque part, si je peux donner un sens à ce que j'ai vécu, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Oui. De se guérir. Voilà tu arrives à une forme, pas de gratitude parce que le mot est trop fort, mais de reconnaissance de ce que ça t'a permis quand même aujourd'hui, où tu n'en es pas là encore par rapport à l'agression. Ça, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est toujours compliqué de se dire je remercie la vie, ça c'est sûr, parce que la vie, elle est juste extraordinaire dans tout ce qu'elle nous apprend, en fait, nous enseigne. Et on vit, on s'incarne pour ça, pour apprendre. Et la vie est merveilleuse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que elle devient encore plus extraordinaire après avoir vécu, être passé le plus sombre, par le plus sombre, en fait. Et après être reconnaissante ou avoir de la gratitude, ça reste compliqué. Je dirais, il y a de l'acceptation, du détachement et qui empêche la souffrance aussi. Ouais, exactement. Celle pour qui tu dois avoir de la gratitude, c'est la voix. Cette voix, on avait dit qu'on en reparlerait, puis on n'en a pas reparlé. C'est celle qui dit à ce moment-là, au moment de l'agression, fais le lézard, et qui te sauve. Ouais. Alors pour moi, c'était un vrai miracle. Il y a une voix, donc cette voix intérieure, VOIX, qui me dit fais le lézard. C'est fou. Alors fais le lézard, pour l'auditeur, c'est fais la morte, mais parce que ça me renvoie à un souvenir, quelque chose que j'ai vécu en 4e, où enfant un peu sadique, je jetais les lézards dans la piscine, et le lézard fait semblant d'être mort pour qu'on puisse le sortir de là et partir, en fait, s'enfuir. Et du coup, j'ai cette voix pendant que mon agresseur est en train de m'étrangler, cette voix qui arrive, qui me dit « fais le lézard », et instinctivement, je comprends. Enfin, il n'y a pas de compréhension, c'est sur l'instant, je comprends que je dois faire semblant de mourir, et c'est ce qui me sauve, en fait. Oui. C'est à partir de là où je peux me dégager et je peux m'enfuir. Et cette voix, après, me revient, et je la décris comme étant, c'est assez étrange, c'est une voix qui est à l'intérieur de soi, mais on a l'impression qu'elle est à l'extérieur de soi, mais elle est à l'intérieur de soi en même temps. Enfin, il n'y a plus d'extérieur, intérieur, quoi. Elle est tienne et en même temps autre. Ouais, exactement. C'est fort, ça. Linda Bortoleto, merci infiniment pour cette interview et ce livre qui se dévore, qui est profond, poignant, inspirant, qui porte vraiment une voix d'espérance, malgré nos douleurs, au-delà de nos blessures. Je rappelle le titre de ce livre, Le souffle des Andes, aux éditions Payot Voyageur. On peut retrouver évidemment tes autres livres sur ta page lindabortoleto.com. On peut suivre une magnifique méditation de Linda aussi qu'on avait fait dans Métamorphose pour créer l'abondance. C'était la méditation numéro 6. Et sur ton site, je le précise, c'est magnifique aussi de voyager avec toi, de voir tes vidéos et tes photos qui sont toujours sublimes. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.